My next guest is here to celebrate my birthday. She has a career spanning over 6 decades. Would you please welcome the legendary godmother of soul, Patti LaBelle! Nous avons commencé de la bonne manière. Vous savez, de la manière la plus difficile. Personne ne devrait se voir offrir des limousines et des jets privés. Avez-vous entendu l'histoire déchirante de Patti LaBelle? Sa vie personnelle est bien loin de la personnalité qu'elle semble avoir sur scène. Dans une récente interview, Patti LaBelle a eu le courage de parler des difficultés qu'elle a endurées, des abus subis durant son enfance aux batailles juridiques complexes, en passant par une perte déchirante. N'oubliez pas que Patti LaBelle n'a jamais révélé cela auparavant, et c'est une rare occasion pour vous d'entendre parler du côté sombre de sa vie. Commençons la vidéo. La triste vérité est que l'enfance de Patti LaBelle, bien que marquée par un confort économique relatif, a été assombrie par d'importants défis personnels et familiaux. Son père, Henry Holt, travaillait comme cheminot et était également chanteur de boîte de nuit, tandis que sa mère, Bertha Holt, a dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment des années de maltraitance qui ont finalement conduit à la séparation du couple alors que Patti n'avait que 12 ans. Malgré la séparation, LaBelle a maintenu une relation étroite avec son père jusqu'à son décès, trouvant du réconfort dans leur lien. L'éducation de LaBelle a été encore plus marquée par un événement traumatisant survenu au cours de ses années de formation. À un jeune âge, elle a été agressée par un ami de la famille, une expérience profondément douloureuse dont elle n'a pas parlé pendant de nombreuses années. Cet incident a laissé une marque indélébile sur son bien-être émotionnel, façonnant sa vision du monde et sa propre place au sein de celui-ci. Malgré le traumatisme, LaBelle a trouvé refuge dans son église, qui est devenue un sanctuaire où elle a pu à la fois guérir et cultiver ses talents musicaux. L'église lui a fourni un environnement favorable où elle a pu canaliser sa douleur vers l'expression et la croissance artistique. Dans ses premières années, LaBelle a été décrite comme timide et calme, une caractérisation qui correspondait à ses propres réflexions sur sa jeunesse. Dans un documentaire sur sa vie, LaBelle a avoué qu'elle n'avait jamais envisagé de faire carrière dans la musique. Elle se voyait au départ comme femme au foyer, et sa nature introvertie signifiait que la personnalité dynamique qu'elle allait afficher plus tard n'était pas immédiatement apparente. Son introspection et sa timidité contrastaient fortement avec la puissante présence scénique qu'elle allait incarner. Au lycée, LaBelle, sa sœur aînée et 3 amis formèrent un groupe de chant. Malgré leur enthousiasme et leurs intérêts musicaux communs, l'existence du groupe fut de courte durée. La dynamique au sein du groupe fut mise à rude épreuve par des conflits, notamment entre LaBelle et sa sœur, ce qui conduisit à leur dissolution après une seule représentation. Cette première expérience dans la dynamique de groupe, bien que difficile, a été déterminante pour l'avenir de LaBelle en tant qu'artiste. Malgré ses premiers échecs, la passion de LaBelle pour la musique est restée forte. Tout au long de ses années de lycée, elle a continué à poursuivre ses intérêts musicaux au sein d'un autre groupe appelé les Ordettes. Ce groupe a permis à LaBelle de perfectionner son art et d'acquérir de l'expérience dans le monde compétitif de la musique. Les Ordettes ont joué un rôle important dans son développement en tant qu'interprète, jetant les bases de son succès futur. Après avoir choisi d'abandonner l'école, LaBelle a choisi de se concentrer sur sa carrière musicale naissante en faisant des tournées avec son groupe, désormais sous la direction de Vernon Montague. Ce choix fut à la fois audacieux et transformateur, car il marqua le début d'une période de développement professionnel intense et de croissance pour la jeune chanteuse. Au cours des années suivantes, LaBelle se consacra aux tournées et aux performances, se constituant peu à peu une clientèle fidèle. Son talent et sa détermination lui valurent la reconnaissance et le respect de l'industrie musicale, jetant ainsi les bases de son succès futur. Au cours de cette période de formation, la vie de LaBelle prend un tournant inattendu lorsqu'elle tombe amoureuse d'une étoile montante du monde de la musique. Au début des années 1960, alors que LaBelle s'affirme comme une chanteuse de premier plan à Philadelphie, elle croise le chemin d'Otis Williams, un membre clé des Temptations, l'un des groupes Motown les plus populaires de l'époque. La visite des Temptations à Philadelphie pour un spectacle sert de toile de fond à leur rencontre. Selon le HuffPost, la rencontre entre LaBelle et Williams était chargée d'alchimie, et leur relation a commencé peu après l'émission. Leur relation, bien qu'intense et passionnée,
était marquée par des complexités que Labelle a ensuite évoquées avec un sentiment d'ambivalence. Avec le recul, Labelle se demandait si son attirance pour Williams était enracinée dans une affection sincère pour lui en tant qu'individu, ou si elle était influencée par son statut de membre des Temptations, un groupe légendaire qui symbolisait le succès et la célébrité. Cette analyse introspective met en lumière les frontières souvent floues entre les sentiments personnels et l'attrait de la célébrité, un thème qui résonne tout au long de la carrière de Labelle. Au fur et à mesure que leur relation progressait, Williams a proposé le mariage à Labelle, un geste qui signifiait la profondeur de son engagement. Cependant, Labelle s'est retrouvé à un tournant important à ce stade. Selon son autobiographie « Don't Block the Blessings », la proposition de Williams était motivée par l'espoir qu'elle déménage en Californie et ralentisse sa carrière musicale pour se concentrer sur leur relation et leur avenir commun. Pour Labelle, cela représentait un choix impossible. Sa carrière musicale était sa passion et son gagne-pain. Et l'idée de l'abandonner pour une vie de famille en Californie n'était pas quelque chose avec laquelle elle pouvait se réconcilier. La décision de Labelle de refuser la proposition de Williams était une décision profonde, reflétant son dévouement à sa carrière et sa réticence à faire des compromis sur ses aspirations professionnelles. Bien que leur relation ait pris fin, Labelle et Williams ont conservé une amitié étroite au fil des ans, même si leurs carrières respectives ont continué à progresser. Leur amitié durable illustre le respect et l'admiration mutuelle qu'ils avaient l'un pour l'autre, même si leur relation amoureuse n'a pas évolué vers le mariage. Il existe une histoire négative cachée entre Patti LaBelle et Jackie Wilson que peu de gens connaissent. Patti LaBelle, dans son autobiographie Don't Block the Blessings, raconte une rencontre troublante avec Wilson qui révèle un aspect plus sombre de son caractère. Au début des années 1960, LaBelle était un talent émergent, établissant encore sa présence dans le monde de la musique, tandis que Wilson était une star bien établie. L'incident s'est produit dans les coulisses d'un théâtre de Brooklyn, où LaBelle était seule et inconsciente du danger imminent. Selon le récit de LaBelle, Wilson s'est approché d'elle par derrière et a commencé à l'embrasser dans le cou. Une invasion troublante de l'espace personnel qui a rapidement dégénéré en une situation plus alarmante. LaBelle, qui a décrit la clarté de l'haleine, a noté qu'elle pouvait sentir l'alcool dans l'haleine de Wilson, ce qui indique qu'il était peut-être sous l'influence de l'alcool à ce moment-là. La situation s'est encore aggravée lorsque Wilson et un associé auraient tenté de transporter de force LaBelle dans une pièce fermée à clé. Cet acte d'agression a placé LaBelle dans une position extrêmement vulnérable, car elle s'est retrouvée incapable de se défendre contre les deux hommes, en raison d'un manque de force physique et de moyens de protection. Dans une tentative désespérée de s'échapper, LaBelle a crié fort, attirant suffisamment l'attention pour inciter Wilson et son associé à la libérer. Son acte courageux de crier lui a non seulement permis de fuir, mais a également mis en lumière la réalité effrayante de la gestion de ces situations dangereuses dans l'industrie de la musique. Cet incident a marqué un moment important et bouleversant dans le début de la carrière de LaBelle, contrastant fortement avec l'image glamour de Wilson en tant qu'artiste célèbre. Le comportement de Wilson n'était pas entièrement surprenant, compte tenu de sa réputation de colérique et d'une série de relations extraconjugales, comme l'a noté Jerry Roos. Au moment des faits, Wilson était marié à son amour d'enfance. Son mariage ne l'a cependant pas empêché de commettre des actes qui allaient, plus tard, ternir son héritage et avoir un impact sur la vie de ceux qui l'entouraient. Les récits des actes de Wilson ont été corroborés par Gladys Knight, une amie commune de LaBelle et de feu Wilson. Si Knight a reconnu l'expérience de LaBelle, elle a également souligné l'influence positive de Wilson sur sa propre carrière. La perspective nuancée de Knight reflète la complexité du caractère de Wilson. Il était connu pour sa générosité et son soutien envers ses collègues musiciens, mais ses indiscrétions personnelles et son comportement erratique ont brossé un tableau différent. Le chemin vers le succès n'est pas toujours simple pour un musicien. Il s'agit souvent d'un chemin tortueux, jalonné de persévérance, de pratique et d'un heureux concours de circonstances. L'ascension de Patti LaBelle n'a pas fait exception à la règle, incarnant les épreuves et les tribulations qui définissent la carrière de nombreux artistes à succès. Après avoir pris la décision cruciale d'abandonner le lycée, LaBelle et son groupe, initialement connus sous le nom des Ordettes, se sont lancés dans une tournée épuisante sur la côte Est. Cette période a été caractérisée par des performances incessantes dans divers lieux.
témoignant de leur détermination et de leur engagement à se faire un nom dans l'industrie musicale compétitive. Les Ordettes, composés de LaBelle et de ses talentueuses camarades de groupe, Sarah Dash, Nona Hendryx et Cindy Birdsong, ont dû faire face aux défis communs des débuts musicaux, trouver les bonnes opportunités, perfectionner leur art et se constituer une base de fans. Leur parcours a été jalonné de concerts quotidiens et d'innombrables heures passées à perfectionner leurs performances, jetant les bases de ce qui allait devenir une percée significative. En 1962, leur grande percée s'est produite grâce à une série d'événements fortuits mais compliqués impliquant une chanson intitulée I Sold My Heart to a Junkman. Selon le livre de John Clement Girl Groups, Fabulous Females Who Rocked the World, l'opportunité initiale s'est présentée lorsque Harold B. Robinson, un concessionnaire automobile qui espérait lancer sa propre maison de disques, a approché les Starlets, un autre groupe de filles, pour enregistrer la chanson. Bien qu'il soit associé à un autre label, Robinson a persuadé les Starlets d'enregistrer le morceau en leur promettant que cela n'entrerait pas en conflit avec leurs engagements existants. Cependant, la situation s'est compliquée lorsque le label Newton Records de Robinson a été officiellement lancé plus tard dans l'année. Robinson a sorti le morceau crédité à The Bluebells, un nom alternatif utilisé pour les Ordettes dans ce contexte. Les Ordettes, qui n'étaient pas au courant de l'enregistrement précédent des Starlets, ont enregistré I Sold My Heart to a Junkman lors d'une audition pour Robinson. La chanson a commencé à gagner en popularité, ce qui a annoncé une percée potentielle pour Labelle et son groupe. Le succès croissant de la chanson a cependant été entaché par des complications juridiques. Le manager des Starlets, constatant que la même chanson était promue par un autre groupe sous un nom différent, intenta une action en justice contre Robinson. Ce conflit juridique plaça Patti LaBelle et The Bluebells dans une position difficile, pris entre deux feux entre des intérêts concurrents et des batailles juridiques. Après leur expérience tumultueuse avec les Starlets et Harold Robinson, Patti LaBelle et son groupe traversèrent une période marquée à la fois par des succès et des revers. Au début des années 1960, le groupe enregistre plusieurs succès classés au top 40, ce qui en fait un groupe prometteur. Malgré ces succès, leur trajectoire n'est pas sans défi. En 1965, cherchant à capitaliser sur leur réputation grandissante, The Bluebells signent avec Atlantic Records. Cette décision n'a cependant pas donné les résultats escomptés. Le groupe a passé du temps avec Atlantic à se battre pour reproduire ses succès précédents. Les efforts du label pour rebaptiser et promouvoir le groupe n'ont pas eu l'écho escompté, ce qui a conduit à une période de stagnation. À la fin de leur contrat, la composition du groupe commence à changer et Cindy Birdsong quitte The Bluebells pour rejoindre The Supremes, en remplacement de Florence Ballard. Le début des années 1970 marque un tournant important pour le groupe. En 1970, ils commencent à travailler avec la productrice de télévision britannique Vicky Wickman, qui joue un rôle essentiel dans la redéfinition de leur orientation musicale. Wickman rebaptise le groupe Labelle et les oriente vers la scène du glitter rock en plein essor, un genre caractérisé par des costumes flamboyants et des performances théâtrales. Ce changement de style s'avère transformateur pour Labelle, les menant à un succès critique et commercial sans précédent. Sous la direction de Wickman, Labelle atteint un moment marquant dans sa carrière avec la sortie de Lady Marmalade, qui se classe en tête du Billboard Hot 100. La chanson, avec sa mélodie contagieuse et son style audacieux, est devenue un succès déterminant pour le groupe et a consolidé leur place dans l'histoire de la musique. L'adoption par Labelle du glitter rock et leur style distinctif ont suscité une reconnaissance générale et les ont établis comme des pionniers du genre. L'autobiographie de Patti LaBelle, Don't Block the Blessings, met en lumière les réalisations révolutionnaires du groupe au cours de cette période. LaBelle est notamment devenu le premier groupe pop noir à se produire au Metropolitan Opera House, une étape importante dans l'histoire de la musique américaine. De plus, le groupe a été le premier ensemble vocal noir à faire la couverture du magazine Rolling Stone, consolidant ainsi son statut de personnalité influente dans l'industrie musicale. Malgré leur succès critique et commercial, des dissensions internes ont commencé à mettre à rude épreuve la dynamique du groupe. Au milieu des années 1970, Labelle a dû faire face à une série de défis liés aux visions musicales différentes de ses membres. Patti LaBelle a exprimé le désir de revenir aux ballades soul,
tandis que Nona Hendrix penchait vers le glam rock et Sarah Dash préférait le disco. Cette divergence de direction musicale a créé des tensions au sein du groupe. Le point culminant de ces conflits internes devint évident lors d'un concert. En décembre 1976, alors que le trio s'apprêtait à conclure son spectacle, Nona Hendrix quitta brusquement la scène et fut victime d'une dépression nerveuse. Hendrix fut ensuite emmenée à l'hôpital, et l'événement marqua un tournant pour le groupe. Face aux désaccords persistants et à la charge émotionnelle de la prestation, les membres restants de label décidèrent de se séparer. Après la séparation de label, on s'attendait largement à ce que Patti LaBelle devienne la star du groupe. Le groupe avait été baptisé en son honneur et elle en était la chanteuse principale. On s'attendait donc à ce que sa carrière solo éclipse rapidement le succès qu'elle avait obtenu avec label. Si ses premiers efforts en solo se sont révélés prometteurs, il a fallu plusieurs années et de nombreux albums avant que Patti LaBelle n'atteigne le même niveau de succès qu'elle avait connu avec son ancien groupe. Le premier album solo de Patti LaBelle, simplement intitulé Patti LaBelle, est sorti en 1977. L'album a été salué par la critique et comprenait des singles notables comme Joy to Have Your Love, Dance With Me and You Are My Friend. Ces titres mettent en valeur la voix puissante de LaBelle et posent des bases solides pour sa future carrière solo. Malgré l'accueil positif, le succès commercial de l'album ne se traduit pas par une dynamique soutenue. Les albums suivants de LaBelle, Don't Tasty 1978, It's Alright With Me, 1980, et Released 1981, n'atteignent pas le même niveau de succès que ses débuts. Chacun de ces albums a eu du mal à avoir un impact significatif dans les classements, et aucun d'entre eux n'a atteint les sommets de son travail précédent avec LaBelle. Le début des années 1980 a été une période difficile pour LaBelle, car elle a eu du mal à trouver sa place dans une industrie musicale très compétitive. En 1981, Patti LaBelle a fait un changement de carrière, important en quittant Epic Records et en signant avec Philadelphia International Records. Cette transition a marqué un nouveau chapitre dans la carrière de Patti LaBelle. Son intérêt pour Broadway a également grandi au cours de cette période, ce qui l'a amené à explorer des opportunités dans le théâtre. Malgré ses incursions dans le théâtre, Patti LaBelle ne s'est jamais complètement éloignée de la musique. En 1983, alors qu'elle se produisait encore à Broadway, LaBelle enregistra une nouvelle version de la ballade The Best Is Yet to Come. Cette année-là, elle sortit également le single If Only God Knew et l'album I'm in Love Again. Cet album marqua un tournant pour LaBelle, mettant fin à sa série de sorties moins réussies. L'album I'm in Love Again a atteint la première place du Billboard 200, a atteint la 46e place et a été certifié disque d'or, avec plus d'un demi-million d'exemplaires vendus. Le succès de l'album a marqué le début d'une décennie très fructueuse pour Patti LaBelle. Dance Live Through This. Surviving the Intersections of Sexuality, God and Race. Callie Kane fait référence à Patti LaBelle comme étant sans doute la plus grande icône gay de tous les temps et un parfait exemple de l'intersection entre la communauté LGBT et les artistes féminines noires. Cette caractérisation met en évidence l'impact profond de LaBelle sur la communauté LGBT, malgré son hétérosexualité personnelle et ses liens étroits avec l'Église pendant son éducation. Au cours des 5 dernières décennies, la musique et le plaidoyer de LaBelle ont solidifié sa réputation de défenseuse des droits LGBT et de figure appréciée au sein de la communauté. La relation de LaBelle avec la communauté LGBT est multiforme et profondément ancrée dans ses valeurs personnelles et son engagement public. Dans une interview accordée au New York Post, elle a exprimé son engagement à dénoncer l'injustice, en déclarant « Je n'hésite pas à dire ce que je pense lorsque je suis témoin d'injustice. Parfois, les hommes et les femmes homosexuels ont peur de s'exprimer et de dire ce qu'ils ressentent vraiment. Alors je pense que je suis une voix pour certains de mes enfants. » Cette déclaration souligne le rôle d'allié et de défenseur de LaBelle, qui utilise sa plateforme pour soutenir et amplifier les voix de ceux qui pourraient autrement être marginalisés. Un exemple poignant du rôle de soutien de LaBelle est sa relation avec le regretté chanteur Luther Vandross. Lors d'une apparition sur Watch What Happens Live, LaBelle a révélé que Vandross lui avait confié son désir de faire son coming out en public. Il a exprimé ses craintes d'être rejeté par sa mère et de perdre le soutien de ses fans féminines.
La compréhension et le soutien de la belle pendant cette période de vulnérabilité reflètent sa profonde compassion et son rôle de confidente pour ceux qui luttent pour leur identité. Le plaidoyer de la belle s'est considérablement étendu pendant l'épidémie du VIH-Sida, une crise qui a gravement touché les communautés LGBT et noires. Consciente de l'urgence de la sensibilisation et de l'action, la belle est devenue en 1987 l'une des principales porte-paroles du National Minority AIDS Council. Elle a été le fer de lance de la campagne Live Long Sugar, qui visait à encourager les personnes de couleur à rechercher un traitement et un soutien. Cette campagne a joué un rôle essentiel dans la lutte contre les disparités en matière d'accès aux soins de santé et d'éducation sur le VIH-Sida, en particulier au sein des communautés souvent négligées. C'est la section qui suscite le plus d'intérêt chez les fans à propos de Patti LaBelle, à savoir son histoire d'amour avec Armstead Edwards. Avant leur mariage, Armstead Edwards était le manager de Patti LaBelle, une dynamique qui a joué un rôle important dans leur relation. Selon le Huffington Post, Edwards a demandé LaBelle en mariage 3 fois avant qu'elle ne prenne l'initiative de le faire elle-même. Il m'a demandé en mariage 3 fois et j'ai refusé. La 4e fois, je lui ai demandé en mariage, a raconté LaBelle. Leur relation unique reflétait un lien profond et durable qui allait finalement mener à leur mariage en 1969, dans les années qui suivirent. LaBelle et Edwards fondèrent une famille ensemble. Ils accueillirent leur fils, Zuri, en 1973 et assumèrent la responsabilité d'élever non seulement leur enfant biologique, mais aussi les enfants de la défunte sœur de LaBelle, Jacqueline, ainsi que les 2 enfants d'un voisin. Cette relation familiale élargie démontre leur engagement à prendre soin et à soutenir ceux qui les entourent, créant ainsi un foyer grand et aimant. Cependant, malgré leurs liens forts et l'absence de conflit dans leur relation, le mariage de LaBelle et Edwards a dû faire face à des difficultés au fil du temps. Après plus de 3 décennies ensemble, le couple a annoncé sa séparation en 2000 et leur divorce a été finalisé 3 ans plus tard. Malgré la fin de leur relation conjugale, LaBelle a parlé de leur séparation de manière positive, soulignant qu'elle n'avait pas été entachée d'animosité. Selon Country Living, elle a déclaré « Je ne l'ai jamais détesté. Il ne m'a jamais détesté. Nous ne pouvions tout simplement pas vivre ensemble. Dieu merci. Nous ne nous sommes jamais disputés en 32 ans. Nous nous entendions même quand nous ne nous entendions pas. » La nature amicale de leur divorce a permis à LaBelle et Edwards de maintenir une relation étroite et solidaire, même après leur séparation. Ils ont continué à prendre soin de leur famille élargie et sont restés dans la vie de l'autre en tant qu'amis. LaBelle fait souvent référence à Edwards comme l'un de ses meilleurs amis, soulignant le respect et l'affection durable qu'ils ont l'un pour l'autre. Leur amitié durable était évidente dans une publication Instagram de 2019, où LaBelle a partagé un moment de célébration avec Edwards et leur famille à l'occasion de son anniversaire. Ces retrouvailles ont montré que même s'ils n'étaient plus en couple, leur lien restait fort et ils continuaient à se soutenir et à célébrer les étapes importantes de l'autre. En réfléchissant à leur relation, LaBelle a toujours souligné les aspects positifs de leur temps passé ensemble et le respect mutuel qui a persisté au-delà de leur mariage. Leur histoire est un témoignage de l'idée que l'amour et le respect peuvent continuer à prospérer même si les relations évoluent et changent au fil du temps. Si ces premières années ont été relativement exemptes de litiges juridiques, ces dernières années ont été marquées par une série de poursuites judiciaires qui ont jeté une ombre sur sa carrière pourtant illustre. La controverse a commencé avec un incident très médiatisé en 2008 qui a donné lieu à un procès qui a attiré l'attention des médias. En 2010, CNN a rapporté que LaBelle avait conclu un accord à l'amiable de 100 $, en réponse aux allégations d'une mère qui affirmait que LaBelle l'avait agressée verbalement et physiquement, elle et son enfant de 18 mois. Selon la plainte, l'incident s'est produit dans le hall d'un hôtel de Manhattan où LaBelle a été accusée d'avoir crié, hurlé des obscénités, jeté de l'eau et aspergé d'eau, et tenté de frapper et de blesser la femme. LaBelle et son équipe ont nié ces allégations, mais l'accord a constitué une tâche notable sur son dossier, attirant une attention indésirable sur la chanteuse. L'année suivante, LaBelle a dû faire face à un autre défi juridique.
En 2011, elle a été poursuivie en justice après une altercation impliquant son équipe de sécurité lors d'un événement à West Point. Le procès affirmait que les agents de sécurité de la Belle avaient agressé un cadet de West Point qui s'était approché trop près de leur limousine. Selon ABC News, l'élève officier a souffert d'une commotion cérébrale à la suite de l'incident. Ce procès a suscité davantage de controverses et soulevé des questions sur les mesures de sécurité de la Belle et leur conduite. Cependant, en 2014, le Seattle Times a rapporté qu'un jury s'est finalement rangé du côté des agents de sécurité de la Belle, statuant en leur faveur et rejetant les plaintes contre la Belle elle-même. En plus des affaires judiciaires, Patti LaBelle a également dû faire face à des tragédies familiales. Les tragédies familiales de LaBelle ont commencé avec la mort de sa sœur aînée, Vivian Hogan Rogers, qui a succombé à un cancer du poumon à seulement 43 ans. Vivian n'était pas seulement un membre de la famille, mais aussi une partie intégrante des premiers efforts musicaux de LaBelle. La perte de Vivian fut un coup dur et donna un ton sombre aux tragédies qui allaient s'abattre sur la famille LaBelle. Après le décès de Vivian, la sœur de LaBelle, Barbara Holta Purifoy, a également connu un destin tragique. Barbara, qui faisait partie du premier groupe de chant de LaBelle, The Ordettes, a lutté contre le cancer du côlon et est décédée à l'âge de 40 ans. Son décès a aggravé encore le fardeau émotionnel de LaBelle, qui était déjà aux prises avec la perte de sa sœur. La série de pertes s'est poursuivie avec Jacqueline Holta Paget, la plus jeune sœur de LaBelle. La mort de Jacqueline d'un cancer du cerveau à l'âge de 43 ans a été particulièrement dévastatrice pour LaBelle. Jacqueline avait demandé un sandwich aux œufs à LaBelle peu avant son décès, une demande que LaBelle avait promis d'exaucer le lendemain. Malheureusement, Jacqueline est décédée avant qu'elle ne puisse se revoir, un fait que LaBelle a ouvertement partagé comme une source de profonds regrets personnels. Dans une interview sur Masterclass d'Oprah, LaBelle a parlé franchement de la façon dont cette demande non satisfaite la hante, illustrant le chagrin profond et non résolu qu'elle porte. L'impact de ces pertes fut aggravé par le décès des parents de LaBelle. Son père succomba à la maladie d'Alzheimer tandis que sa mère succomba au diabète. La mort de sa mère fut particulièrement poignante pour LaBelle, car elle-même allait plus tard recevoir un diagnostic de diabète. Cette souffrance partagée avec sa mère a ajouté une autre dimension de complexité émotionnelle à son chagrin. Le diagnostic a été un choc lors d'un spectacle à New York en 1995 lorsque LaBelle s'est évanouie sur scène. Après avoir repris connaissance, son médecin lui a annoncé qu'elle souffrait de diabète de type 2, une révélation qui l'a d'abord remplie de colère et de frustration. Cette réaction était compréhensible compte tenu des défis que pose le diabète et de son importance pour sa famille. Le diabète avait déjà coûté la vie à plusieurs membres de la famille de LaBelle, dont sa mère, sa tante et sa grand-mère. La prévalence de la maladie dans ses antécédents familiaux ajoutait un caractère inévitable à son diagnostic. Mais elle renforçait également sa détermination à le gérer efficacement. La réaction initiale de LaBelle a été la colère, mais elle s'est rapidement transformée en détermination, consciente des graves conséquences du diabète, qui avait déjà eu des conséquences dévastatrices sur les membres de sa famille. Sa mère avait subi des amputations et sa tante avait perdu la vue. LaBelle a trouvé la motivation nécessaire pour s'attaquer de front à cette maladie. Déterminée à ne pas laisser le diabète dicter sa vie, LaBelle a adopté une approche multidimensionnelle pour gérer sa santé. Elle a adopté une routine d'exercice régulière avec l'aide d'un entraîneur personnel, intégrant la forme physique à son emploi du temps chargé. L'engagement de LaBelle envers un mode de vie plus sain s'est étendu au-delà de la salle de sport. Elle a pris le contrôle de son régime alimentaire en écrivant des livres de cuisine axés sur des recettes adaptées aux diabétiques, faisant de l'alimentation saine un aspect central de sa vie. De plus, elle a lancé une gamme de sauces appelée Patty's Good Life, qui lui a permis de promouvoir une alimentation saine tout en continuant à vivre sa passion pour la cuisine. Que pensez-vous des tragédies qui se sont produites dans la vie de Patti LaBelle? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'aimez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.